Donc, si vous voulez, ces deux éléments, la finance et la concurrence, qui sont les piliers de l'économie contemporaine, du capitalisme néolibéral, frappent de manière différenciée, mais en un sens identiquement, et le secteur privé et le secteur public, de telle sorte que essayer de créer des divisions, évidemment comme les médias se plaisent à le faire à propos des retraites, en disant mais non, le privé c'est une chose, le public ira, ils n'ont pas de raison. Non, ils sont atteints exactement par la même plaie, ils sont atteints par la même peste. Et c'est donc à ce niveau-là, c'est-à-dire évidemment au niveau de l'Union européenne, en première approximation, qu'il faut agir. Donc ça vous fait beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup d'adversaires. Oui, ça c'est peu dire, mais si vous voulez, il y a beaucoup d'adversaires, y compris à gauche. Alors il y a une gauche qui est sincèrement internationaliste et que l'idée même de sortir de l'Union européenne ou de l'euro épouvante au nom de la résurgence du nationalisme, etc. C'est-à-dire sortir de l'euro, en gros, conduirait tout droit au Mirador. Bon, moi j'ai bataillé longuement contre ce genre de sottise, hein, je m'excuse de le dire, mais la crise grecque quand même a marqué les esprits et les a fait bouger. On a vu ce dont l'Union européenne est capable. Et c'était pas beau à voir. Bon, alors quand on est rendu à ce type d'extrémité, dont on sait à la limite que tout pays, même un grand, est potentiellement justiciable, ça donne à penser. Déclaration de Macron dans l'avion. Étude d'impact. Avis du Conseil d'État. Les réactions de la France insoumise, mais aussi d'éditorialistes, pas spécialement de gauche. Réaction évidemment au Conseil des ministres. Écoutez, je suis assez consterné parce que l'impression générale, c'est qu'au bout de 2 mois, d'une lutte extrêmement intense, d'échanges d'arguments de toutes sortes, le régime fait comme si c'était rien passé et reprend son discours au point de départ avec les mêmes éléments de langage et les mêmes refrains. Mais à côté de ça, comme il répète tout le temps la même chose, la confusion augmente. Parce qu'en 2 mois, les interrogations s'étaient concentrées sur certains points très précis qui mettent en cause directement la capacité qu'ont les gens de prévoir ce qui va arriver dans leur vie. Alors, quelles sont ces questions essentielles? Quel est l'âge auquel les gens pourront partir à la retraite sans avoir de décote, c'est-à-dire moins que ce qu'ils auraient dû avoir? On ne le sait pas. Au contraire, on nous avait parlé jusqu'à présent de 64 ans, comme âge d'équilibre ou âge pivot, tout ça revient au même. Mais nous venons d'apprendre, par ce qu'on sait de l'étude d'impact, que même avec ce système, le régime de retraite serait en déséquilibre. Par conséquent, ça veut dire que c'est après 64 ans que les gens pourront avoir une retraite à taux plein. Mais je vous le dis parce que je l'ai déduit, et peut-être que je me trompe, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce qu'a dit le gouvernement ne permet pas de savoir. De la même manière, on ne connaît pas non plus la valeur du point. Donc, on ne sait ni à quel âge on partira vraiment en retraite, ni avec quelle pension. Et voilà le résultat de ces mois de préparation d'un texte et de son dépôt devant le Conseil des ministres. Un journaliste a demandé fort opportunément si c'était une pratique normale que de présenter un texte avec des trous. Et la réponse est à peu près aussi consternante que le fait qu'il ait fallu poser la question, parce que le ministre a répondu, ben ça c'est la place qu'on laisse à la démocratie sociale. Oui, mais la démocratie sociale évidemment a sa place, mais la loi a la sienne. Et la loi ne peut pas, comme ça, être votée avec des points d'interrogation sur les questions essentielles de l'objet de la loi. L'objet de la loi, c'est à quel âge on part en retraite et avec quelle pension. Et c'est précisément les questions sur lesquelles il restera qu'un point d'interrogation. Je suis désolé de devoir m'exprimer de cette manière, je ne dis pas que ce soit parfaitement clair, mais comme le sujet est absolument confus, on a vraiment beaucoup de mal à s'y retrouver. De manière assez perverse. Le secrétaire d'État a dit que nous allions être parfaitement informés parce qu'il nous dépose un rapport, une étude d'impact de 1000 pages. Peut-être bien, mais nous avons 6 jours pour déposer dorénavant les amendements. Ce qui veut dire que le Parlement avance à coups de pied dans les fesses du gouvernement.
On nous transmet un texte avec des trous, on nous fait une étude d'impact de 1000 pages. Alors, il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour comprendre que 1000 pages, ça fait beaucoup de pages, et que ça va contenir toutes sortes de points techniques que nous allons devoir vérifier. Il est évident que de ce que nous savons déjà, de ce qui perce, nous n'accepterons certainement pas les verdicts de ce rapport d'impact. Et vraisemblablement, l'expertise va montrer qu'ici, là, on n'est pas en accord. Donc, le gouvernement crée de manière tout à fait délibérée une situation de confusion et qui donne le sentiment que lui-même est indécis. On a juste l'impression qu'il veut avancer, mais pour faire quoi? Peut-être que c'est pas tout à fait clair dans leur esprit. Clairement, le gouvernement a décidé d'affronter la société française qui ne veut pas de cette réforme des retraites parce qu'elle a compris que c'était plus qu'une réforme des retraites, que c'était une réforme de la manière de vivre sa vie dans et après le travail. Encore une fois, la France a connu des moments où les présidents de la République devaient reculer, et sur des sujets qu'ils avaient certainement plus à cœur que lui avec cette histoire de retraite. Quand le président Mitterrand recule sur la question de l'école, figurez-vous que c'était sur presque 30 ans de mobilisation du syndicalisme enseignant de l'époque qu'on reculait. Et pourtant, on l'a fait parce que, clairement, la société française n'était pas disposée à accepter cette réforme qu'elle ressentait comme une violence. Le président Chirac en a fait autant. Alors, M. Macron est-il d'une naissance extraterrestre pour ne vivre avec personne, en tenant compte de rien, que de ce qu'on lui dit dans son palais, ou peut-être de la petite rangée de Khmer macronistes qui l'assaillent de paroles pour aller à l'agression comme ça avec les Français. C'est une erreur, ça ne mènera nulle part. Non, mais parce que quand on regarde ce qui se passe dans l'étude d'impact et ce que dit le Conseil d'État, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le gouvernement est un cancre et que, comme beaucoup de cancres, il triche. Il a retiré, notamment, par exemple, un des cas types sur des femmes avec enfants. Donc, il y a des simulations qui ont été faites par le Parisien. Vous savez que depuis le début, quand même, le gouvernement, on nous dit que nous fait une grande logorée sur mais vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, qui ne profitent pas de la réforme du système de retraite comme il faudrait, notamment les femmes avec enfants. Eh ben, quand on voit l'étude d'impact, on se rend compte que les femmes avec enfants, jusqu'à 65 ans, elles aussi, elles vont perdre dans quasiment toutes les configurations possibles. Temps partiel, temps complet, carrière hachée, etc. Ce que ça veut dire, c'est que non seulement ces gens, vous savez, à la base, l'étude d'impact, c'est quand même une chose qui est dans la Constitution, parce que ça permet à l'Assemblée nationale d'avoir les bonnes informations pour pouvoir délibérer, pour prendre une loi qui, justement, va concerner l'ensemble des Français. Mais quand on triche sur l'étude d'impact, qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos députés, sur une étude qui est faussée? Comment on peut appeler en permanence à la démocratie, au respect de la démocratie, au fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de tension, et en même temps tricher sur un texte de loi en retirant des cas types? En retirant des cas types, c'est même pas que c'est imprécis, c'est qu'ils ont retiré par rapport à leur premier projet des cas qui n'allaient pas parce qu'ils prouvaient que tout ce qu'ils disaient depuis le début était faux. Mais ça, c'est un scandale démocratique. C'est un scandale. Il n'y a pas d'autre mot que ça. On pourrait continuer pendant longtemps. J'imagine qu'on va le faire. Mais enfin, le gouvernement est quand même responsable aujourd'hui d'avoir rendu une mauvaise copie, une copie truffée d'erreurs. Et le comble, c'est quand même qu'à l'Assemblée nationale, on va voter sur un texte à trous. Mais on est où? Est-ce que l'Assemblée nationale, c'est le CM2? À l'Assemblée nationale, je rappelle juste une chose aux Français, c'est qu'on vote les lois. On fait pas du coloriage. On fait pas des textes à trous. Donc il y a un moment aussi où le gouvernement va falloir qu'il se rende compte que sa réforme, non seulement elle est mauvaise pour les Français, mais en plus elle est mal préparée. Donc le retrait du projet de loi, ça me paraît être une perspective raisonnable. Comment expliquer cette décision, tout simplement, celle de baisser le plafond de cotisation et de faire qu'au-delà de 10 000 euros, il n'y ait plus de cotisation, il y ait simplement cette contribution. À quelle philosophie ça répond? À quel calcul ça répond peut-être? Je pense qu'on en a déjà parlé ici. Moi, je vais être très bref sur cette question. Les salariés les plus aisés, on les incite tout doucement, habilement, à aller vers des pensions privées, d'aller vers des pensions de retraite, pour favoriser le système des assurances, pour continuer à être dans cette logique libérale. Oui, mais ça concerne moins de 300 000 salariés. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire perdre de l'argent à l'État pour favoriser justement tous les fonds de pension, etc., et les compagnies d'assurance. Il y a une thèse que vous connaissez sûrement tous qui dit que entre le complot et la connerie, il faut souvent favoriser la connerie. C'est une hypothèse que j'avance. C'est-à-dire l'incompétence. Oui, pardon. On dit, voilà, je citais dans le texte, mais voilà, l'incompétence. Pardon, mais c'est vrai que ça va être très compliqué. Je veux dire, être
défendre aujourd'hui la réforme des retraites, encore une fois 2 ans de préparation, et on découvre des petits pétards dans tous les coins, tout ça fait vraiment fumiste. Donc effectivement, on a l'impression comme ça que le bénéfice pour l'intérêt général est absolument nul, il est même négatif. Donc là, il y a un vrai problème, c'est que personne, ni le Premier ministre dans son interview de demain dans La Croix, ni personne, ni le Président de la République, ne nous a jamais expliqué quel était l'intérêt de ce système. Ils nous ont même vendu que ça allait être mieux parce qu'il y avait des gens qui allaient cotiser un peu pour avoir 0 en contrepartie de leur cotisation. Non, je pense que cela reflète sa propre personnalité, c'est-à-dire qu'il ne voit la moindre critique comme une agression à sa personne, et à travers sa personne, une agression à sa fonction, et donc à travers sa fonction, une agression à la démocratie. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il y a une crise de la démocratie. Je l'ai déjà expliqué souvent ici, mais une crise de la démocratie ne veut pas dire non plus que nous sommes en dictature. D'ailleurs, il dit une sorte de dictature, je crois, dans son... Donc lui-même sait très bien qu'il va beaucoup trop loin. Simplement, il y a de sa part, de la part de son autoritarisme, qui, de mon point de vue, reflète sa propre faiblesse, et également de la part de cette incapacité qu'il a à vouloir entendre ses colères successives. On ne va pas y revenir, mais cela fait maintenant plus d'1 an et demi maintenant que les Français lui hurlent dans les oreilles toutes les semaines sur des tons différents, qu'il y a quelque chose qui ne marche plus dans cette démocratie-là, et que lui continue à dire, dans le fond, que puisqu'on l'attaque, c'est que ce sont eux qui sont des factieux. Non, il y a chez lui une incapacité à entendre. Et donc, il n'y a pas de dictature, mais moi je parle souvent de macrocrature, c'est-à-dire que c'est une sorte de pouvoir qui s'est isolé du reste du monde et qui se protège maintenant par un autoritarisme qui suscite des violences. La présentation du projet de loi sur la retraite à point vendredi en Conseil des ministres devait ouvrir une nouvelle phase de la réforme. C'est bien le cas, mais pas dans le sens espéré par le gouvernement. Et c'est même une douche froide que celui-ci a reçue avec la publication par le Conseil d'État d'un avis glacial sur les textes de loi qui lui avaient été soumis. Le Conseil d'État, c'est à la fois une juridiction et un collège chargé, entre autres, de valider les aspects juridiques des projets de loi. Le gouvernement, et c'est la règle, soumet donc au Conseil d'État tous ces textes législatifs, et cela avant le passage en Conseil des ministres, et bien sûr, avant le vote au Parlement. Et ça ne s'est pas passé comme ça cette fois-ci. Alors si le principe a été respecté, la forme, pas du tout. On le sait, le projet est titanesque, il secoue tout notre modèle social en changeant pour l'avenir les règles de calcul et d'attribution des retraites de tous les Français, absolument tous les Français, ce qui le rend extraordinairement complexe, avec des effets d'autant plus difficiles à prévoir que tout l'équilibre du système a été suspendu à la conférence de financement. Cette grande négociation qui doit démarrer ces jours-ci. Cette semaine, jeudi prochain. Exactement, et qui durera 3 mois. En attendant, impossible de savoir, par exemple, ce qu'il va coûter, ce projet, s'il sera déficitaire ou pas. Impossible de faire une étude d'impact précise. Impossible pour le Conseil d'État de remplir sa mission. Et c'est pour ça qu'il affiche sa mauvaise humeur ? Oui, pour ça et pour le côté lacunaire de certaines informations. Alors, il faut bien comprendre que, d'ordinaire, le Conseil d'État, ce n'est pas la boîte à claques. On est dans l'univers policé de la très haute fonction publique, là où la raideur du langage est perçue comme une faute de goût. Du coup, lorsqu'il prononce ses critiques acerbes, ça fait mal. C'est douloureux pour Emmanuel Macron, qui vient de retrouver une opposition syndicale, une bataille politique avec la gauche et la droite, plus une guérilla sur le plan du droit et de la faisabilité technique de la réforme. Et puis c'est douloureux pour l'opinion publique qui trouve une nouvelle raison de montrer de la défiance à l'égard de cette réforme. Il y a un moyen d'en sortir ? Eh ben non, en tout cas pas dans les délais impartis. Il faudrait du temps, beaucoup de temps pour évaluer les projets de loi qui seront suivis de 29 ordonnances différentes, le tout noyé de plus de 1000 pages. Or, Emmanuel Macron veut aller vite parce que le temps, c'est justement ce dont rêvent les oppositions, pour épuiser le gouvernement, pour le faire plier sur son projet. Alors bien sûr, le temps, il y en a eu avant, pendant les 2 années de concertation et de préparation de la réforme, mais on retombe toujours sur le même mystère. Qu'a donc fait Jean-Paul Delevoye de tout ce temps ? Voyons ce que pensent les économistes de la réforme des retraites. Bon, la réforme des retraites, oui, à l'inverse de la thèse des régimes spéciaux, c'est un système que Macron veut universel, il n'arrête pas de le dire d'ailleurs, donc si c'est universel, c'est que ça concerne tout le monde.
Alors, que lui reprocher? Génériquement, une chose extrêmement simple, c'est que c'est un système qui, sous les allures de l'universalité, est profondément inégalitaire, puisque lorsqu'on applique un traitement uniforme à des situations qui, a priori, qui, dès le départ, sont inégales, évidemment, on ne fait qu'approfondir les inégalités en question. Puis la deuxième chose, c'est que c'est une machine à ratiboiser les pensionnés, tout bonnement. Alors, à cet égard, il y en a un qui avait pas caché, qui avait affiché la couleur, c'était François Fillon pendant la campagne de 2017, qui planche devant les patrons et il leur tient en substance, c'est quasiment du verbatim ce discours. Évidemment, moi je suis pour la retraite à points. Je suis pour la retraite à points parce qu'il y a un truc évidemment qu'on ne peut pas dire aux Français, c'est qu'après, tout est concentré dans la valeur du point, qui est le paramètre stratégique. Et puis alors on le tourne dans un sens et on le tourne dans l'autre, etc. Les gens n'y voient que du feu, sauf à la fin quand ils prennent leur retraite et que tout a été dévalorisé. On peut déterminer la valeur du point et la changer. Et exactement, on peut changer à tout moment la valeur du point, donc changer le montant des retraites que les gens toucheront à la fin. Et alors, écoutez, il ne le dit pas comme ça, c'est moi qui vais le lui faire dire, parce que, s'il est grossier en pensée, il n'est pas encore grossier en langage, mais vraiment ça clignote. C'est une merveilleuse machine à niquer les retraités. Et je veux dire, les patrons qui l'écoutent ne s'y trompent pas. Hein, je veux dire, les sourires sont rayonnants. Donc c'est ça que ça va produire. Mais ce qu'il faut bien voir, à mon avis, là-dedans, c'est que cet épisode des retraites n'est jamais que le dernier épisode en date d'une stratégie néolibérale qui a en réalité 3 décennies derrière elle et qui consiste en ce que j'appellerais une stratégie de paupérisation délibérée du secteur public. On voit ça dans tous les domaines. Et c'est une stratégie qui procède toujours, c'est toujours la même opération typique, qui procède en 3 temps. Premier temps, on procède à l'attrition des finances des secteurs publics, c'est-à-dire on ampute volontairement les recettes. On baisse les impôts ici, surtout pour les riches. Hein. On procède à des dégrèvements de cotisations sociales ailleurs. Voilà, premier temps. Deuxième temps, on se met une contrainte budgétaire dure. Alors soit la surveillance des marchés financiers, soit, alors là c'est la machine disciplinaire par excellence, les traités de l'euro qui vous disent le déficit il ne doit pas dépasser 3%, la dette 60%, puis qui vous tombe dessus si jamais ça ne va pas. Quoi. Alors, baisse des recettes organisées, contrainte budgétaire dure, l'ajustement ne peut plus se faire que d'une manière, par la baisse des dépenses. Et donc c'est cette espèce d'austérité chronique qui est le produit de la paupérisation délibérée des secteurs publics et qui ravage absolument tous les secteurs. Mais tous, à un point inouï. Ce qu'on voit on en reparlera tout à l'heure, mais on le voit partout. L'hôpital, l'école, les pompiers, etc. Écoutez, moi, j'ai une amie qui est médecin qui me dit, à Saint-Antoine, en réanimation, il y a des rats en réa. Vous voyez? Et j'ai un camarade qui est syndicaliste à la Poste, qui a posté une photo d'un centre de tri. Il y a un Gaspard qui se promène là derrière les meubles. Bon. Les Gaspards, c'est le surnom des rats. Oui, voilà, c'est ça. Malgré l'opposition de la majorité des citoyens, malgré le refus de nombreuses professions, des éboueurs aux avocats, malgré les grèves les plus importantes depuis 1968, le gouvernement persiste. Il a envoyé au Conseil d'État un projet de loi réformant les retraites. Cette loi organise l'étatisation et la centralisation du système des retraites. Ce serait un profond recul de la démocratie sociale. De nombreux articles de la loi se contentent d'autoriser le gouvernement à prendre des ordonnances, de sorte que les parlementaires se dessaisissent de tout pouvoir. C'est aussi un profond recul de la démocratie parlementaire. La loi impose au système de retraite d'être en permanence en équilibre. En cas de crise économique, comme en 2008, il faudrait rapidement baisser le niveau des retraites, ce qui aggraverait encore la situation économique. La loi reprend en quasi-totalité le rapport de Levoy. Les négociations avec les syndicats ont donc été du vent. L'âge pivot est bien sûr instauré. Tant pis pour ceux qui ne pourront pas se maintenir en emploi jusqu'à 64 ans aujourd'hui, 65 ans en 2037. Un départ à 62 ans leur coûtera 15% de leur retraite, puis 20%. La loi ne comporte aucun objectif de taux de remplacement, c'est-à-dire de rapport entre le niveau
des retraites et celui des salaires. D'ici 2045, la valeur du point pourra ne pas suivre l'évolution des salaires, ce qui fera baisser progressivement le niveau relatif des retraites. Le seul objectif contraignant de la loi, c'est l'équilibre financier du système, qui devrait être assuré soit par la baisse des pensions, soit par l'augmentation de l'âge pivot. L'État ne prend aucun engagement sur les ressources du système. D'ici 2050, les retraites devront donc baisser d'environ 25% par rapport au salaire. Pire, la baisse des cotisations sur les hauts salaires fera perdre 4 milliards par an. À terme, l'État ne cotisera plus qu'à 17% au lieu de 74% actuellement. Ce sera une perte de 36 milliards pour le système des retraites. Comment ce trou de 40 milliards sera-t-il comblé ? C'est laissé à des ordonnances. Le nouveau système ne versera pas de prestations avant 2037, soit dans 17 ans, et le système actuel continuera à en verser jusqu'à 2065. Durant cette très longue période de transition, le nouveau système par points s'ajoutera donc aux 42 régimes existants. La loi autorise le gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions pour garantir les droits acquis avant 2025, mais cela sans aucune précision. C'est donc un pur chèque en blanc. Les personnes nées avant 1975 resteront affiliées au régime actuel, mais ces régimes seront mis sous une étroite tutelle. Ils perdront toute autonomie pour leurs recettes comme pour les pensions qu'ils versent. Aucune garantie n'est donnée sur l'évolution des pensions. Tout sera fixé par ordonnance. L'article 56 bis a été suspendu par le Premier ministre. Il introduisait un âge pivot de 64 ans en 2027 en prévoyant dès 2022 une hausse de 4 mois par an de l'âge ouvrant le droit au taux plein. Répondant à l'appel de la CFDT, le gouvernement a confié à une conférence de financement la tâche d'économiser 12 milliards en 2027, ceci sans augmenter le coût du travail. Cela lui permet de prétendre avoir accepté un compromis, mais il a maintenu bien sûr l'essentiel, c'est-à-dire le passage à un système à points entièrement contrôlé par l'État. Compte tenu des contraintes imposées, il paraît difficile que les partenaires sociaux s'entendent sur une solution autre que celle du gouvernement, le report de l'âge du taux plein. Il est mensonger de prétendre que le système des retraites serait en déséquilibre important en 2027. Selon les projections du corps, les dépenses de retraite resteront inférieures à 14% du PIB. Le déficit annoncé est uniquement dû à la baisse des ressources du système, c'est-à-dire aux hypothèses de forte baisse des effectifs publics, de stagnation du point d'indice de la fonction publique, de non-compensation d'exonération de cotisations sociales. En même temps, il faut rappeler que la dette sociale aura été remboursée et donc que 24 milliards seront disponibles à partager entre la retraite et la dépendance. Le dernier article de la loi ratifie les ordonnances de la loi Pacte. Il s'agit de renforcer l'attractivité de l'épargne retraite pour procurer davantage de fonds propres aux entreprises. Il s'agit donc de développer la capitalisation au profit des marchés financiers. Ceci passe par des avantages fiscaux, par l'assouplissement des modalités de sortie en rente ou en capital, par la possibilité offerte aux assureurs, aux gestionnaires d'actifs et aux fonds de retraite professionnels d'offrir des produits d'épargne retraite, donc de concurrencer la retraite publique. Le mouvement de protestation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement dure maintenant depuis plus de 7 semaines. C'est quelque chose de tout à fait considérable. C'est pratiquement du jamais vu. Alors bien sûr, la grève faiblit sensiblement, que ce soit à la SNCF ou à la RATP. Le coût de cette grève, il ne faut pas l'oublier, pour les travailleurs grévistes, devient maintenant très lourd. Mais le mouvement n'en continue pas moins. Il mobilise désormais d'autres catégories sociales, des avocats, vous l'avez dit, mais oui, des enseignants aussi, pas mal. Et il y a eu toute une série d'actions qui ont été faites contre les différentes inspections académiques ou les différents rectorats, en passant évidemment par les personnels hospitaliers. Et là, on pense à la démission de plus de 1000 médecins. De leurs fonctions administratives. Bien entendu.
Les manifestations sont toujours fournies, d'ailleurs, de façon peut-être plus notable en province qu'à Paris. Alors, le gouvernement s'attendait naturellement à un mouvement de protestation. Il est confronté aujourd'hui à une forme particulière de séisme politique. Oui, alors pourquoi et comment ? Bien, d'abord, il faut dire que cette grève ne peut se comparer à celle de 1995. Évidemment, il est tentant de rappeler le grand mouvement contre la réforme des retraites qu'avait voulu faire Alain Juppé, mais aujourd'hui, trop de choses sont différentes, que ce soit dans le rapport du travail, mais aussi dans l'individualisation des conditions de chaque salarié, pour que l'on puisse pousser trop loin cette comparaison. C'est bien une marque, d'ailleurs, du néolibéralisme qui a fait son chemin dans la société française de 1995 à aujourd'hui. Une seule chose est similaire à 1995. De Nicole Notat à Laurent Berger, la direction de la CFDT est quant à elle restée fidèle à ces pratiques de division du front des travailleurs. Oh, Jacques, ils sont pas là pour se défendre. En tout cas, selon vous, ce mouvement, il fera date. Oui, tout à fait. La durée et l'ampleur de ce mouvement marqueront les mémoires. Tout comme restera dans les esprits la communication assez désastreuse du gouvernement. Car ce dernier a accumulé les incohérences sur les incohérences. Il a commencé par prétendre que sa réforme serait universelle avant de reculer devant certaines professions, les militaires, la police, mais aussi le transport aérien, les routiers, les danseuses et danseurs de l'opéra. Bref, après avoir prétendu abolir les régimes spéciaux, le voici obligé, tant face aux réalités, qui sont absolument indiscutables, qu'aux mobilisations des salariés, de reconstituer des régimes dits spécifiques. Il a prétendu que sa réforme, passant d'une logique de trimestre à une logique de points, serait globalement avantageuse pour les futurs retraités. Mais dans un système à points, pourquoi alors introduire un âge pivot ou un âge d'équilibre ? Et pourquoi s'y cramponner, tel une rapède sur son rocher ? Il a enfin prétendu défendre par sa réforme le principe d'un système par répartition. Mais les assurances, les fonds de pension militent désormais ouvertement pour un rôle sans cesse plus grand de la logique par capitalisation, et il ne s'en cache nullement. Alors pourtant, le gouvernement présente sa réforme comme indispensable, voire inéluctable, Jacques Sapien. Oui, tout à fait. Et justement, il y a des choses assez graves si l'on y réfléchit bien. Ce gouvernement, il a été incapable de produire des simulateurs, tout en critiquant par ailleurs ceux qui avaient été constitués par les syndicats. Mais alors comment les parlementaires, qu'il s'agisse des députés ou des sénateurs, comment les citoyens, peuvent-ils alors se faire une idée de l'impact du nouveau système ? Sur quelle base les parlementaires seront-ils appelés à voter ? Ces questions aujourd'hui s'accumulent. Même ce bon monsieur Gérard Larcher, le président du Sénat, pas un foudre de guerre, ni un habitué des manifestations et des cortèges syndicaux, s'en est ému. C'est tout dire. Que cette réforme soit nocive, désormais une majorité des Français en est convaincue. Mais la mise en œuvre de cette réforme fait de plus peser un grave danger sur le fonctionnement démocratique des institutions. Un grave danger sur le fonctionnement démocratique des institutions, c'est une accusation lourde. Jacques, il faut nous expliquer en quoi. Eh bien, premièrement, le fait que les représentants de la nation, encore, les députés, les sénateurs, vont être très largement amenés à voter sans connaître la réalité de ce projet. Ensuite, les partenaires sociaux, qui seront partie prenante d'une conférence sur le financement du système, un hocher concédé par le Premier ministre, mais sévèrement encadré dans ses travaux, ces partenaires sociaux seront toujours sous la menace d'une action du gouvernement. Pas question ainsi de faire baisser les pensions, ni de prendre des mesures susceptibles d'accroître le coût du travail. Bref, la menace d'un passage en force par le gouvernement plane toujours. Mais à bien y réfléchir, n'est-ce point logique ? En effet, dans une Union européenne qui est aujourd'hui ouverte aux 4 vents, et où, dans le cadre en particulier de la zone euro, les pays n'ont même plus la possibilité de laisser filer leur taux de change pour reconstituer leur compétitivité, la concurrence entre les économies est directement celle entre les régimes sociaux. C'est donc ici que se révèle le véritable visage de l'Europe dite sociale, dont certains parlent tant, c'est la logique du moins-disant. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que l'objectif de cette réforme, c'est simplement de raboter un petit peu cette question des retraites, ou ce n'est pas, en réalité, de remettre en cause ce que tu appelles justement cette dimension non capitaliste au sein du secteur capitaliste ? Parce que si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé en Suède,
c'est bien la soumission globale qui est passée à un système par points, il faut le qui est passé à un système par points, et qui plus est un système par points qui est lié à un système par capitalisation, puisque la valeur du point dépend aussi de régime de capitalisation. Pour une partie de la retraite. Tout à fait. Et c'est ça qui est extrêmement important. Est-ce que le but final de cette réforme, ce n'est pas d'assujettir la sphère des retraites à la logique du néolibéralisme? Est-ce que ce n'est pas ça qui est réellement l'objectif de la réforme? Si, bien sûr. D'ailleurs, le dernier article du projet de loi, l'article 64, il y a deux volets dans le projet de loi. Il y a la loi organique qui compte 5 articles. Enfin, c'est important comme une loi organique. C'est juste en dessous de la Constitution. Et dans cette loi organique, fondamentalement, il n'y a qu'une seule chose. On pose le fait que la règle d'or que l'on fixe pour le nouveau système de retraite, c'est l'équilibre financier. Donc c'est pas du tout, la règle d'or, c'est pas les besoins sociaux, c'est pas des règles de bien-être social pour les retraites, c'est une règle d'équilibre financier. Qu'ensuite, donc la loi ordinaire, qui elle compte 64 articles, organise. Et c'est vrai que l'article 64, le dernier article, eh bien en fait, ainsi que l'article 15 d'ailleurs, il organise, il prévoit, pas très loin dans les détails à ce stade, bien entendu. Mais enfin, il prévoit le fait qu'on va que le gouvernement, les gouvernements futurs, vont soutenir, mais ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais effectivement, vont soutenir les régimes, ce qu'on appelle les régimes supplémentaires en France, c'est-à-dire les régimes par capitalisation. Donc l'objectif, si vous voulez... Ce qui est favorisé d'ailleurs par la loi Pacte qui a été votée peu avant. Il faut peut-être dire un mot là-dessus. Oui, non, mais dans tous les pays du monde, si vous voulez, ce qui est remarquable avec la capitalisation, c'est que ça ne peut tenir, alors surtout pour passer d'un système à l'autre, ça ne peut tenir que sous abondement public. Donc en fait, ce qui organise la loi Pacte, c'est qu'elle renforce des dispositifs qui existaient avant de défiscalisation, en fait, de soutien fiscal, de dépenses fiscales en faveur de la capitalisation. Enfin, le cœur du projet de loi là, qui nous présenté, c'est pas sur la capitalisation, même si de facto, ça vise à raboter le système par répartition avec cette fameuse bascule vers le système par points. Et donc, prêter des intentions au gouvernement, c'est toujours compliqué, mais effectivement, l'expérience montre que... Parce que, d'ores et déjà, il faut savoir que les travaux du Conseil d'orientation des retraites prévoient d'ores et déjà qu'avec les réformes accumulées, de toute façon, la part des retraites dans le PIB, dans la richesse nationale, créée chaque année, va avoir tendance à se stabiliser, voire même à décliner. Bon, et donc ce que vise en fait à organiser, 14%, voire même en dessous, 13,6, 13,7. Alors que il y a une chose sur laquelle tous les économistes, tous les démographes sont d'accord, c'est que demain, la part des plus de 60 ans, des plus de 65 ans, pour des raisons démographiques évidentes, va avoir tendance à augmenter. Donc il n'y a pas besoin d'être un fin mathématicien pour comprendre que si la part des plus de 65 ans, des plus de 60 ans augmentent, mais qu'on ne consacre pas plus de ressources pour les faire vivre, nécessairement, ça veut dire que soit on baisse les pensions, soit on recule l'âge de la retraite. Et donc, ce qu'organise le passage de la retraite par points, si vous voulez, c'est qu'elle systématise des réformes antérieures, elle rend plus aisées les réformes antérieures, visant à la fois à baisser les pensions, et à reculer l'âge de la retraite. Alors, le cœur du dispositif sur l'âge des pensions, c'est le dispositif dit du point. C'est-à-dire, dit du point, on quitte le système par annuité, qui offrait malgré tout une certaine visibilité. C'est-à-dire, vous saviez que si vous aviez cotisé 37 ans et demi il y a quelques années, maintenant 41 ans et demi, 42 ans bientôt... Système de prestation définie. Système à prestation définie, vous aviez une visibilité sur votre niveau de retraite. Là, le système par points, c'est un système à cotisation définie. Et donc, alors, si vous voulez, dans le projet de loi, pour rentrer sur des choses un peu précises, le gouvernement, parce qu'il va se gargariser de cela à l'occasion des débats parlementaires, dans l'article 9, notamment, il est indiqué, vous allez voir, Édouard Philippe va dire, mais rassurez-vous, chers députés, chers sénateurs, dans l'article 9, nous avons inscrit en tant que tel que la valeur d'acquisition, donc il y a la valeur d'acquisition du point, et puis il y a la valeur de service du point. Et donc il est inscrit dans l'article 9, certaines vagues garanties. C'est-à-dire qu'il est inscrit que... Alors d'abord, c'est quoi qui est dit précisément? Il est inscrit que avant 2045, c'est loin quand même 2045, les points qui seront acquis seront revalorisés, seront revalorisés entre, d'une part, les prix, et puis le revenu moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'est qu'après 1945, donc c'est très loin, ce n'est qu'après 2045, pardon, que les valeurs d'acquisition et les valeurs de service seront revalorisées en fonction du revenu moyen. Donc la garantie, déjà, n'existe pas, elle est en tant que telle. Il est affiché avant 2045 que la valeur d'acquisition et la valeur de service pourront augmenter moins vite que
que le revenu moyen. Donc vous avez bien compris qu'il y a un décrochage en fait, qui est organisé. Et même après 2045, en fait, on inscrit qu'après 2045, ça sera revalorisé en fonction de l'évolution du revenu moyen, mais en fait, il est bien indiqué, sauf mention contraire, c'est-à-dire sauf si le conseil d'administration du système de retraite universelle qui gérera le nouveau système en décide autrement, et sauf si, bien entendu, CF, la règle d'or dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est nodale, sauf si le gouvernement en décide autrement. Et puis par ailleurs, se surajoute à ça la fameuse valeur d'équilibre. Alors, je ne parle pas de l'âge pivot. Il faut distinguer maintenant les choses. L'âge pivot, il est inscrit dans l'article 56 bis. Le projet de loi compte 64 articles. Le gouvernement, dans son projet de loi, avait fait un seul article bis. C'était l'article 56 bis, c'est-à-dire qu'il savait pertinemment qu'il allait le faire sauter. D'accord ? Mais non, mais c'est évident. Bon, très bien. Bon, mais ça, c'est pas gênant en soi de faciliter le travail administratif. Je suppose. Bon, bref. Donc, dans cet article 56 bis, il était inscrit l'âge pivot. L'âge pivot, ça concernait tous les retraités. C'est-à-dire jusqu'en 2027, on repoussait, on introduisait un âge pivot dès les prochaines années, dès les toutes prochaines années, on introduisait un âge pivot qui concernait tout le monde, donc y compris ceux nés, bien entendu, avant 1975. Là, on a enlevé cet âge pivot, mais enfin, vous avez bien compris, on a demandé à une conférence d'organiser des recettes d'un montant au moins équivalent. On pourra revenir éventuellement sur ce point. Mais l'âge d'équilibre qui est maintenu et qui revient plein de fois... Voilà, c'est ça, l'âge d'équilibre systémique, l'âge pivot systémique est maintenu. Ça, c'est très important. Voilà, moi, je préfère, pour que les gens s'y retrouvent, parler d'âge pivot pour celui qui concernait tout le monde, y compris les personnes nées avant 1975. Moi, je suis concerné. Et puis, ceux qui sont nés... Et puis, l'âge d'équilibre qui, là, concerne... le système, simplement, de retraite par points, c'est-à-dire le système qui va concerner, donc, les personnes nées après 1975. Donc, toutes les personnes nées après 1975 vont voir une partie de leur retraite, pour ceux qui sont nés entre 1975 et 2004, puisqu'entre 1975 et 2004, les personnes vont être dans les deux régimes, en fait. Il faudra y revenir, d'ailleurs, parce qu'il y a une phase de transition, et il y a des points essentiels sur cette phase de transition qui font partie des lièvres qui vont, à mon avis, qui vont sortir, je l'espère, du moins à l'occasion notamment du débat parlementaire. Et puis, de toute façon, ceux qui sont nés après 2004, eux, ne seront que dans pas d'autres systèmes. Dans la retraite par points. Donc, pour tout ce qui est la retraite par points, pour tous ceux qui sont donc nés après 75, qui sont concernés par la retraite par points, si vous voulez, comment l'objectif du gouvernement, c'est de baisser de façon automatique les pensions, de façon à faire des économies, à bas la dépense publique et vive la capitalisation. C'est ça le cap, la boussole. Et donc, il faut baisser les retraites par répartition. Et donc, le système par points, comment vous faites ? Vous jouez sur la valeur d'acquisition. Vous la faites moins évoluer que le revenu moyen. Vous jouez sur la valeur des services en l'en faisant évoluer éventuellement moins que le revenu moyen. Et puis, vous avez un troisième facteur qu'introduit le projet de loi. Donc, si vous voulez, le projet de loi organise le fait que le gouvernement aura les trois outils pour agir, qui est le fameux âge d'équilibre. Âge d'équilibre, si vous voulez, ça définit le taux de conversion. C'est-à-dire qu'on vous dit, à 64 ans demain, 65, 66 ans, puisqu'il est prévu de le reculer régulièrement en fonction des gains d'espérance de vie. C'est la caisse, c'est le conseil d'administration qui fixera cet âge d'équilibre. Et donc, le principe, c'est tout bête, c'est que si vous n'avez pas atteint votre âge d'équilibre, votre valeur liquidée en points, on subit une décote de 5%, par année manquante. Donc la baisse est rapide. Donc si vous voulez, l'âge d'équilibre, ça permet d'avoir un taux de conversion qui soit réduit, de façon à pouvoir réduire les pensions. Ce que vous nous dites, au fond, c'est que cette réforme, elle part, en fait, des économies qu'il faut faire, et non pas du système qu'il faudrait inventer. Ce qui est très frappant, c'est que cette réforme nous est présentée comme une réforme systémique, une réforme où on veut passer d'un système qui était qualifié d'injuste à un système qui serait plus juste. Et en réalité, quand on regarde le texte, on voit que ce qui prédomine, c'est bien la notion d'économie à réaliser. Donc ça, c'est évidemment un premier point très important. Le deuxième point qui me semble aussi extrêmement important, c'est cette notion de carrière complète. Car, si vous voulez, dans le même mouvement, on dit dans le texte, pour avoir des pensions, et en particulier la pension minimale, il faudra avoir une carrière complète. Mais on reconnaît que, comme on vit dans ce que les auteurs du texte appellent la société du risque, il y a de fortes probabilités que les individus n'aient pas des carrières complètes. Et on sait que, par exemple, quelqu'un qui est au chômage, il cotisera beaucoup moins que quelqu'un qui sera en activité. On appelle des carrières hachées. Des carrières hachées. Donc,
il y a là, à l'évidence, une contradiction qui est extrêmement importante dans ce système. Quelle est la principale raison de la chute du taux d'activité à partir de 59 ans? Mais c'est essentiellement le licenciement, c'est pas les départs à la retraite. Ce sont les licenciements de toute une série de travailleurs dits seniors. Or, demander aux gens de travailler, par exemple, jusqu'à 64 ans, alors qu'on ne les embauche pas, ça pose évidemment un problème de logique tout à fait majeur. Et en réalité, on introduit ces âges pivots ou ces âges d'équilibre pour une seule raison, c'est que ça permet de faire baisser les pensions. En un mot, vous êtes nombreux à dire que le problème n'est pas celui qu'on ne dépense pas trop. Le problème est qu'on manque de financement. Justement, on a une conférence sur le financement des retraites qui va être convoquée. Elle avait été proposée par la CFDT, que Jacques Sapir, comme on a vu, porte dans son cœur. Elle va être mise en place par le gouvernement. Votre avis sur ce mode de dialogue social? Pourquoi le gouvernement... pourquoi Édouard Philippe s'est attaché à l'âge pivot, qui n'est pas complètement abandonné d'ailleurs, pour l'instant il est suspendu. Il est suspendu. Bon. Pourquoi? Le problème auquel est confronté le gouvernement, c'est qu'il n'y aura pas de retraite par points liquidée avant 2037. D'accord? C'est-à-dire avant que ceux qui sont nés aujourd'hui en 75, puisque la retraite par points ne concernera que ceux nés après 75. Et donc pour que ceux qui sont nés, après 75 arrivent à leur retraite, vous avez bien compris que c'est facile à calculer, vous ajoutez 62, ça fait 2037. Donc, le système de retraite par points qui vise à faire des économies, il ne permettra pas de faire des économies avant 2037. D'accord? Alors, soit dit en passant, il faut savoir qu'il se trouve que les études, les projections de l'INSEE nous montrent que à partir du fin des années 2030, début des années 2040, le choc démographique, comme on dit, qu'on aura affronté, commencera à se tasser largement. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? La dernière fois que vous étiez venu chez nous, vous nous aviez dit que le choc démographique, l'essentiel était déjà passé. Mais de toute façon, le choc démographique, ça c'est du pipeau. Si vous voulez, on avait 3 retraités pour 10 actifs en 1970. On est aujourd'hui à 6 retraités. C'est-à-dire que le ratio de dépendance a doublé. D'accord? On a 2 fois plus de retraités à faire vivre pour 10 actifs qu'en 1970. Et à l'horizon 2035, 2040, etc., on sera à 7,5. Donc l'augmentation, et vous avez bien compris, bien moindre. Donc les défis démographiques qu'on a relevés demain sont bien moindres que ceux qu'on a relevés hier. Tout ça dans la bonne humeur, en cotisant plus, parce que c'est un enjeu. Alors je reviens sur la conférence de financement. L'objectif du gouvernement, c'est de faire des économies de court terme. C'est à court terme. C'est-à-dire d'ici 2027, d'ici 2037, quelles sont les économies, et en sachant qu'on ne va pas pouvoir les faire grâce au régime par points, puisqu'on a fait cette phase de transition. Et là, il y a des questions très très lourdes. Alors, il y a les économies de court terme. Ça, c'est la conférence. D'accord, c'est la conférence. Donc, on va voir qu'est-ce qui va en sortir. Bon, mais il y a toutes les chances pour le dispositif en lui-même, vous qui êtes spécialiste justement de l'État social et notamment de l'État social en France, le dispositif en lui-même est intéressant parce que les partenaires sociaux ont jusqu'à fin avril pour justement trouver une solution pour atteindre l'équilibre financier avant 2027, économiser à peu près de 12 milliards comme on l'a dit, mais sans augmenter les cotisations patronales. Donc c'est un cadre très serré. Bah oui, si vous voulez, ce qu'on vous dit, c'est que il faut que vous plongiez au fond du trou. Par contre, libre à vous d'utiliser une échelle raide, une échelle à corde, de sauter à pieds joints, etc. Mais c'est ça un peu l'objectif, effectivement, puisqu'on se refuse à faire ce qui a permis à notre merveilleux système de devenir un des plus beaux systèmes au monde. On devrait en être fiers. Et sans qu'il y ait de déficit. On n'a quasiment pas de déficit. On n'a pas de déficit. Aujourd'hui, les déficits qui existent sont purement fabriqués. Le déficit dont on parle, justement. Mais non, mais le déficit dont parle le Conseil d'orientation de retraite dans son rapport de novembre, de novembre 2019, c'est dit noir sur blanc. C'est un déficit qui ne repose que sur des bases conventionnelles. La base conventionnelle, c'est quoi? C'est que demain, si on dit... Ce sont des hypothèses. Voilà, les hypothèses. Si demain on dit qu'on va embaucher moins de fonctionnaires, et qu'on va geler leur point d'indice, vous avez bien compris, ça veut dire que la masse salariale de la fonction publique va être contractée, et donc les cotisations sociales qui sont assises sur cette masse salariale vont être contractées. C'est la plus grosse convention, qui explique le déficit entre 7 et 17 milliards qui est annoncé. C'est essentiellement lié à ça. Il suffit de retenir l'hypothèse, de rejeter ces hypothèses d'austérité salariale. J'ai cru comprendre qu'on manquait d'emplois dans les hôpitaux, dans le primaire, etc., pour que ce déficit, cette part du déficit disparaisse. L'autre part de déficit, et puis le reste, ça s'explique aisément par le fait que, on a rompu là aussi un pacte social très important, qui est que les exonérations de cotisations
protection sociale que décide le gouvernement, elles sont totalement remboursées normalement par l'État. On met fin à cette compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales, donc ça fait moins de recettes pour la Sécu. Et puis par ailleurs, il faut savoir que il y a des flux financiers entre les caisses d'allocation familiale et l'UNEDIC pour certaines prestations. Eh bien là, à nouveau, on les réduit. Et donc, bien entendu, si vous voulez, on fabrique du déficit. D'accord, c'est une stratégie très très commune des libéraux. Voilà, on affame la bête. Voilà, on réduit les recettes, puis on dit oh là là, il y a déficit pour réduire. En fait, l'objectif, c'est bien entendu toujours de réduire les prestations. Oui, alors je reviens un tout petit peu sur les histoires de conférences de financement. Faut savoir qu'on estime qu'en 2024, la CADES aura remboursé sa dette sociale. Oui. D'accord. Faut savoir que chaque année, la CADES, donc les régimes de sécurité sociale, verse à peu près de l'ordre de un peu plus de 15 milliards, 17 milliards si je ne m'abuse l'année dernière. Voilà. Et donc en 2024, on aura remboursé complètement la dette sociale. D'ailleurs, c'est complètement stupide de la rembourser à marge forcée alors que les taux d'intérêt sont négatifs. Je vous passe les détails. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il faut bien compris simplement, pardonnez-moi, il faut nous rappeler ce que c'est que la dette sociale, c'est-à-dire c'est le fait que c'est de la dette publique qui sert à compenser les baisses de cotisations. C'est de la dette des régimes de protection sociale, d'accord. C'est de la dette des régimes de protection sociale. Et en 96, si je ne m'abuse, on avait décidé de cette dette qui était portée historiquement par l'État, on avait décidé de la créer une caisse, portée par les organismes de protection sociale, de faire une caisse et donc de créer une cotisation spécifique, la CRDS, et une partie de la CSG qui est affectée au remboursement de la dette sociale. D'ailleurs, vous payez de la CRDS aujourd'hui, contribution pour le remboursement de la dette sociale. Eh bien, cette cotisation sociale, qui est la CRDS, en 2024, elle est disponible. Deux possibilités. Soit vous la supprimez pour baisser le coût du travail en faveur de la compétitivité, soit vous décidez de continuer à cotiser dans la bonne humeur, et donc vous avez 17 milliards de disponibles pour pouvoir financer les systèmes de retraite. Il n'y a aucun problème de financement. Je pourrais, des exemples comme ça, je pourrais vous en enfiler. Bon, je reviens sur un autre point très important quand même pour rester dans les points précis du projet de loi. Il y a une question très importante qui est peu évoquée pour l'instant dans le débat public, mais vous allez voir, ça va bondir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à l'occasion notamment du débat parlementaire. C'est la question de la clause à l'italienne, comme on dit. C'est quoi la clause à l'italienne ? Vous avez bien compris que les personnes nées après 1975, avant 2004, ce sont des êtres hybrides. Demain, ils vont bénéficier une partie de leur retraite, ça sera de la retraite actuelle, dans les régimes actuels, et puis une autre partie de leur retraite, ça sera de la retraite par points. Très bien. Donc prenons quelqu'un qui est né en 1975. Il partira à la retraite aux alentours de 2037, et donc il aura cotisé à peu près 30 ans. Il aura le droit à 30 ans de sa retraite calculée selon les règles actuelles. Dans les règles actuelles, vous n'êtes pas sans savoir que quelqu'un qui travaille dans le privé, sa retraite est calculée en fonction des 25 meilleures années. Dans le public, c'est les 6 derniers mois. Petite parenthèse sur le public, c'était un compromis social. Votre salaire est plus bas que dans le privé. Il faut savoir que les cadres, et notamment tous les enseignants qui sont classés comme cadres, sont bien moins payés, 1 000 euros en moins par mois en moyenne. Le salaire de départ est de l'ordre de 2 500 euros. Voilà, donc très, très faible. Et donc le contrat social qui était passé notamment avec les instituteurs, les professeurs, c'était de dire, écoutez, on vous paye mal, globalement, très très mal, 2 fois moins qu'en Allemagne pendant toute votre vie. Par contre, à la retraite, on augmente votre salaire la dernière année, etc. Donc notamment les 6 derniers mois. Et comme ça, vous aurez une retraite décente. Vous n'avez pas roulé sur l'or, mais vous avez une retraite décente. Parenthèse fermée sur cette nuance. Grande question posée. Quand vous allez partir à la retraite en 2037, vous êtes né en 75. Vous avez 30 ans à peu près qui est calculé en fonction des anciennes règles. Les 25 meilleures années, c'est lesquelles ? C'est les 25 meilleures années de votre carrière, 2037, ou c'est les 25 meilleures années quand vous étiez dans le régime, c'est-à-dire les 25 meilleures années des 30 premières années. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour les fonctionnaires, les 6 derniers mois, c'est les 6 derniers mois de votre carrière en 2037, c'est l'année 2036, ou c'est les 6 derniers mois quand vous avez basculé dans le nouveau régime, d'accord ? Vous avez bien compris que ça change absolument tout. Preuve que la lutte paie, camarades. Les cheminots, les salariés de la RATP, sous réserve d'inventaire. Mais il semblerait qu'ils aient obtenu certaines garanties pour aller dans le sens de ce qu'on appelle la clause à l'italienne, c'est-à-dire le fait que les 6 derniers mois, pour le public, ça soit les 6 derniers mois de la carrière, qui sont bien entendu les plus avantageux, et que les 25 meilleures années, ça soit vraiment les 25 meilleures années de la carrière. D'accord ? Bon, il semblait qu'ils aient... Mais c'est un point absolument essentiel, cette question de la clause italienne, qui est peu évoquée dans le débat actuel. Qu'est-ce qu'a dit... Pourquoi ce nom, d'ailleurs ?
Vous m'avez posé une colle. C'est bien la première fois que ça nous arrive. On n'a pas le temps. Le secrétaire d'État à la fonction publique, M. Dussopt, qu'est-ce qu'il a déclaré dans Le Parisien il y a quelques jours? Ça n'a pas été relevé. Il a dit non, mais vous savez, ce gouvernement a une fibre sociale. Vous savez quoi? Eh bien, nous prévoyons que nous allons prendre comme critère pour les 6 derniers mois, donc puisque lui, là, il parle de son champ, de la fonction publique, eh bien, nous allons prendre les 6 derniers mois des dernières années, les 6 derniers mois dont on va prendre en compte, c'est pas les 6 derniers mois au moment de la bascule, ça va être les 6 derniers mois, 3 ans après la bascule, c'est trop gentil. Jacques Sapir, au cœur de tout ceci, on l'a déjà dit, il y a ce refus d'augmenter les cotisations patronales. Vous l'interprétez comme quelque chose qui est à replacer dans le cadre européen. Oui, tout à fait. En fait, on comprend bien qu'à partir du moment où on est dans une logique de concurrence, alors qui plus est de concurrence aggravée entre les pays de l'Union européenne, en tous les cas pour les pays de la zone euro, parce que ces pays sont au même taux de change. Ils ne peuvent plus faire bouger leur taux de change. Eh bien, évidemment, la question du coût du travail devient tout à fait déterminante. On voit d'ailleurs que à partir du moment où on a introduit le CICE qui a été consolidé d'ailleurs dans une exonération des prestations sociales qui sont payées par les entreprises. Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Tout à fait, mais qui était prévu, si vous voulez, c'était un petit peu ce qui avait déjà été prévu par François Hollande. Il y a effectivement un mouvement, alors je ne dis pas qu'il soit entièrement lié à ça, ce n'est pas vrai, il y a toute une série d'autres secteurs, mais il y a aussi, ça a contribué à ce mouvement de redémarrage de l'emploi salarié dans l'industrie. Bon. Le problème, c'est que soit on reste dans ce système et il suffit que des pays fassent de nouvelles économies sur le coût du travail pour qu'on soit obligés, nous aussi, d'en faire. Autrement dit, tout le monde est aspiré vers le bas par le système. Ou alors, on dit, s'il y a des pays qui, pour des raisons, alors soit économiques, soit des raisons sociales, parce que les travailleurs n'ont pas le même rapport de force, eh bien, ces pays adoptent des situations sociales qui sont moins avantageuses que chez nous. Il n'est pas question que nous les suivions, et nous allons compenser justement ce problème de coût du travail par des dévaluations. Donc c'est ça en réalité le problème, et c'est là où on voit que en l'absence de règles sociales globales, et on voit très bien qu'il n'y aura pas de règles sociales globales au niveau européen, ni même au niveau de la zone euro. En l'absence de règles sociales globales, la seule garantie que peuvent espérer avoir les travailleurs, c'est une garantie d'un cadre national qui soit relativement protégé. Et la meilleure protection, c'est évidemment encore la protection qui est offerte par la flexibilité du taux de change. Je finis là-dessus en rappelant le fait que aujourd'hui, la France a à peu près le même coût du travail, même légèrement inférieur au coût du travail de l'Allemagne, mais dans une situation où l'écart des taux de change réels, je ne parle pas du taux de change nominal, c'est le même. Bien sûr, puisque c'est la même monnaie. Ouais. Bon, mais je parle là du taux de change réel, c'est un écart qui est de 23 à 43% suivant les modes de calcul. C'est le Fonds monétaire international qui les a calculés. Bon. Donc, c'est-à-dire ce que serait le taux de change si nous n'avions pas la même monnaie. Si nous n'avions pas la même monnaie. Et ça veut donc dire que là, il y aurait à l'évidence beaucoup de grains à moudre pour les partenaires sociaux. Alors pour commencer par le plus simple, là en remettant une casquette un peu élimée d'économiste, je dirais ceci. Vous savez, je parlais tout à l'heure d'un monde, c'est un monde qui est contesté. Si je donne à ce monde une version, disons, un petit peu plus technique pour économistes, etc., je dirais la chose suivante. Ce monde, il est constitué par une oligarchie qui tient les deux branches de la tenaille néolibérale. Ces deux branches, c'est 1, la finance, 2, la concurrence. Et c'est ça qui déchire la société. Alors, ça la déchire dans le secteur privé,
Évidemment, la finance, c'est le pouvoir des actionnaires, la concurrence, c'est la concurrence libre et non faussée des traités européens. Alors on dirait, oui, mais d'accord, finance, concurrence, c'est pour le secteur privé et le secteur public. Le secteur public, pareil. Le pouvoir de la finance s'exerce différemment. Il passe par les marchés de capitaux, qui surveillent les déficits, les dettes, qui forcent à l'austérité, qui ne sont contents que si on baisse les dépenses publiques, que si on flexibilise, que si on ouvre le secteur public à la concurrence. Et c'est ça aussi, la partie concurrence qui frappe le privé, la déréglementation, etc., etc. Donc, si vous voulez, ces deux éléments, la finance et la concurrence, qui sont les piliers de l'économie contemporaine, du capitalisme néolibéral, frappent de manière différenciée, mais en un sens identiquement, et le secteur privé et le secteur public, de telle sorte que essayer de créer des divisions, évidemment comme les médias se plaisent à le faire à propos des retraites, en disant mais non, le privé c'est une chose, le public ira, ils n'ont pas de raison. Non, ils sont atteints exactement par la même plaie. Ils sont atteints par la même peste. Et c'est donc à ce niveau-là, c'est-à-dire évidemment au niveau de l'Union européenne, en première approximation, qu'il faut agir. Donc ça vous fait beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup d'adversaires. Oui, ça c'est peu dire, mais si vous voulez, et il y a beaucoup d'adversaires, y compris à gauche. Alors il y a une gauche qui est sincèrement internationaliste et que l'idée même de sortir de l'Union européenne ou de l'euro épouvante au nom de la résurgence du nationalisme, etc. C'est-à-dire sortir de l'euro, en gros, conduirait tout droit au Mirador. Bon, moi j'ai bataillé longuement contre ce genre de sottise, hein, je m'excuse de le dire, mais la crise grecque quand même a marqué les esprits et les a fait bouger. On a vu ce dont l'Union européenne est capable. Et c'était pas beau à voir. Bon, alors quand on est rendu à ce type d'extrémité, dont on sait à la limite que tout pays, même un grand, est potentiellement justiciable, ça donne à penser. Tout ce qui est mal, en France, vient justement de notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. C'est de l'Union européenne que vient la remise en cause du droit du travail, que vient la loi El Khomri. C'est de l'Union européenne que vient la démolition des services publics, la privatisation généralisée. C'est des grandes orientations des politiques économiques que viennent les remises en cause du niveau des retraites. Je l'avais annoncé moi-même pendant l'élection présidentielle il y a 1 an et demi. C'est également de l'Union européenne que vient la remise en cause des droits des chômeurs. Tout le mal vient de l'Union européenne. Donc il faut en sortir. Mais ce n'est pas possible tout de suite. En attendant, il faut empêcher la réforme des retraites pour faire reculer l'UE. Donc, il faut se mobiliser massivement et faire abstraction de nos différences d'opinion. J'appelle tous les Français, quelles que soient leurs convictions, à se mobiliser avec l'intersyndicale pour participer au mouvement de protestation contre cette réforme des retraites. Nous ne devons pas laisser Macron et le gang qui l'entoure détruire l'essence même de ce qui fait la France. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à Ceux dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit et ça nous encourage.